Des aventuriers expérimentés disparaissent sans laisser de traces. Aucun signe, aucune explication, juste un silence inquiétant dans l'immensité sauvage. Ces aventuriers, chevronnés, se sont évanouis, ne laissant derrière eux que mystère. Des disparitions inexpliquées aux circonstances étranges, ces récits glaçants venus de la nature sauvage vous tiendront en haleine. Ce qui leur est arrivé reste un mystère, mais leurs histoires sont tentantes. Préparez-vous pour une heure d'hommes des bois disparus sans laisser de traces. Jim Shadid, un randonneur chevronné de 79 ans, a toujours été un homme passionné par les grands espaces. Né et élevé à Wichita, au Kansas, il a passé une grande partie de sa jeunesse à explorer les vastes plaines et à chasser avec sa famille. Son amour pour la nature était évident dès son plus jeune âge et il n'a fait que se renforcer avec le temps. Après une carrière réussie en tant que dentiste, Jim a décidé de prendre une retraite anticipée, vendant son cabinet dentaire et s'installant à Durango, dans le Colorado. Durango, avec ses paysages époustouflants et son accès à de nombreuses activités en plein air, était l'endroit idéal pour Jim et sa femme Marilyn pour s'établir. Le couple, marié depuis 56 ans, partageait un amour profond pour la nature. Ensemble, ils ont élevé leurs enfants avec la même appréciation pour la nature qu'ils avaient eux-mêmes. Jim était devenu une figure incontournable de la communauté de Durango. Il était connu pour son esprit d'aventure et sa volonté de partager ses connaissances sur la nature avec les autres. Jim était familier avec la randonnée, le camping et la chasse. Il chassait depuis l'âge de 12 ans et ses compétences et sa connaissance de la nature étaient bien respectées. Il était également un skieur passionné, fréquentant souvent les pistes de la station de Purgatory. Dans ces dernières années, il avait développé une passion pour le pickleball. Le 3 septembre 2023, Jim partit pour ce qui devait être une randonnée de routine pour repérer des élans dans la région d'Elber Creek, près de Lime Canyon. Bien que ce soit une zone qu'il fréquentait souvent, il avait étudié les cartes des sentiers avec minutie avant de partir. Jim prévoyait de vérifier brièvement le sentier, puis de retourner à son véhicule pour prendre son déjeuner et son équipement pour une randonnée plus longue. Il pensait être parti pour environ 90 minutes seulement. Cependant, après 45 minutes, il appela Mar à la radio en disant qu'il reviendrait dans 20 minutes. Ce fut la dernière fois que quelqu'un l'entendit. Jim était vu pour la dernière fois portant un chapeau safari beige et un pantalon long kaki. Lorsqu'il ne revint pas comme prévu, l'inquiétude grandit rapidement et une vaste opération de recherche et de sauvetage fut lancée. Le terrain difficile entre le sentier Little Elk Creek et la route d'Elbert Creek, près de Lime Canyon, rendit la recherche complexe, mais la communauté se rassembla. Pendant 8 jours, des bénévoles, des équipes de recherche et de sauvetage et d'innombrables agences travaillèrent sans relâche pour le retrouver. Hélicoptères, drones, chiens de recherche, chevaux, véhicules tout-terrain et environ 100 bénévoles parcoururent la région, mais aucune trace de Jim ne fut trouvée. Le 11 septembre, l'opération passa de la recherche et du sauvetage à la recherche et récupération alors que les chances de survie de Jim dans les conditions montagneuses rigoureuses s'amenuisaient. Malgré ce changement de focus, les efforts pour le retrouver continuèrent. L'équipe de recherche et de sauvetage du comté de La Plata développa même une carte numérique que les bénévoles pouvaient utiliser pour cocher les zones où ils avaient cherché. Cette approche innovante permit une recherche plus organisée et approfondie. La famille Shadid fut profondément émue par le soutien de la communauté et la dévotion des équipes de recherche et de sauvetage. Bien qu'ils s'accrochaient à l'espoir, ils commencèrent également à accepter la triste réalité que Jim pourrait ne jamais être retrouvé. Sa fille Jamie exprima un sentiment d'acceptation, croyant que son père avait trouvé la paix dans la nature qu'il aimait tant. Pendant les saisons de chasse, la famille Shadid encouragea les gens à rester vigilants et à signaler toute personne semblant perdue ou désorientée dans la région d'Elbert Creek. Dans une ultime tentative de trouver des indices, une équipe technique fut envoyée pour explorer une zone éloignée et suivre les maigres pistes disponibles. Malgré ses efforts, le sort de Jim Shadid resta inconnu. On suppose qu'il a succombé aux conditions sévères des montagnes après s'être potentiellement désorienté et avoir dévié de son itinéraire prévu. La disparition de Jim fut une perte significative pour sa famille et la communauté de Durango. Il n'était pas seulement un mari, un père et un ami aimé, mais aussi un passionné de la nature qui chérissait les paysages du Colorado qu'il appelait chez lui. Son héritage perdura à travers les histoires et les souvenirs partagés par ceux qui l'ont connu, et son esprit aventurier continua d'inspirer les autres à explorer les grands espaces avec prudence et respect. La recherche de Jim mit en lumière les risques associés à l'exploration de la nature sauvage, même pour les randonneurs expérimentés.
Elle souligna l'importance de la préparation, de la communication et de la nécessité d'un système de compagnonnage lors d'expéditions dans des zones reculées. La planification minutieuse de Jim et sa familiarité avec la nature ne furent pas suffisantes pour prévenir sa disparition. Pendant le week-end de la fête du travail de 1975, la famille Newton de Manchester, dans le Maine, passait des vacances au Nathanis Point Campground, au cœur des profondeurs de la municipalité de Chain of Ponds, plus proche de la frontière canadienne. C'était un campement de routine, et personne ne s'attendait à ce qu'il soit le prélude à l'une des plus grandes opérations de recherche et de sauvetage que l'État du Maine ait jamais vues. Le matin du 1er septembre 1975, Ron Newton partit chercher du bois de chauffage. Il sauta dans sa camionnette et se dirigea vers le nord sur l'une des plusieurs routes de terre qui bifurquaient autour des emplacements de camping. Kurt, détestant voir son père partir ne serait-ce qu'un instant, prit son tricycle et se dirigea vers le haut de la route de terre après lui. Bientôt, il perdit de vue le camion, mais il continua à pédaler. Une jeune femme d'un campement adjacent, Lou Ellen Hanson, âgée de 13 ans, vit le petit garçon pédaler furieusement sur la route et l'appela. Jack Hanson, le gardien de camping et père de Lou Ellen, qui avait été le dernier à voir Kurt Newton vivant, roula le long de la même route de terre peu de temps après que Kurt eut pris la fuite. Il vit le tricycle abandonné près de la décharge, un endroit où les déchets étaient entassés à la fin de la route. Supposant qu'il devait avoir été abandonné, il le jeta sur le tas d'ordures. Pendant ce temps, de retour à leur emplacement de camping, Jill Newton avait perdu de vue son petit garçon alors qu'elle lavait la boue des baskets du gamin. Elle demanda à quelques campeurs voisins s'il avait vu Kurt sur son vélo, et alors qu'elle discutait avec eux, Ron revint. Kurt n'était pas avec lui, il ne l'avait jamais été. Lorsque le couple rencontra Jack Hanson et lui demanda s'il avait vu leur petit garçon et son tricycle rouge, la réaction du gardien du parc leur donna un horrible pressentiment. Jack avait vu le tricycle, oui, mais aucune trace du garçon. Il les emmena à la décharge et là se trouvait le tricycle abandonné. Kurt était introuvable. La recherche de Kurt commença avec les premiers efforts de la famille Newton et d'autres campeurs, ce qui conduisit à la plus grande opération de recherche organisée de l'histoire du Maine. Le garde-chasse local utilisa un hélicoptère équipé d'un haut-parleur dans l'espoir de localiser Kurt dans les bois. Pendant la recherche, Jill, entendant des bénévoles discuter des avions spécialisés utilisés au Vietnam, demanda des avions similaires pour la recherche. Ces avions, capables de détecter les variations de chaleur depuis de grandes hauteurs, furent jugés essentiels. L'État organisa rapidement l'envoi d'un avion depuis la Floride, renforçant les efforts de recherche. Pendant plusieurs jours, l'hélicoptère continuait à tourner au-dessus tandis que Jill Newton et quelques amis s'aventuraient dans les bois. Près du dernier emplacement connu de Kurt, ils découvrirent un grand trou ressemblant à un endroit de cachette adapté aux enfants. Jill commença à creuser avec d'autres qui se joignirent à elle, mais il n'y avait aucune trace de Kurt. Le vendredi 12 septembre, la recherche prit fin. Plus de 3000 volontaires avaient parcouru les bois à la recherche de Kurt en plus de 10 jours depuis qu'il avait pris la fuite sur son tricycle. Bien que les efforts aient été épuisants, les plus grands que l'État ait jamais connus, ils ne donnèrent que rien. Les gens commencèrent à spéculer sur ce qui aurait pu se passer. La police pensait que Kurt avait pu se perdre en essayant de retrouver son chemin vers le campement et finir par aller dans la mauvaise direction. Avec des températures descendant en dessous de zéro la nuit, on craignait que Kurt ne puisse survivre sans abri approprié. D'un autre côté, les parents de Kurt pensaient qu'il aurait pu être kidnappé et emmené de l'autre côté de la frontière canadienne, au Québec. Pour explorer cette possibilité, ils placardèrent des affiches de recherche d'enfants disparus au Québec, surtout en français, espérant toucher quiconque aurait pu l'avoir vu. Mais malgré leurs efforts, ils ne trouvèrent aucun indice solide ni aucune réponse. La disparition de Kurt Newton, le garçon aux cheveux blonds qui a disparu dans les bois, reste l'un des mystères non résolus les plus troublants du Maine. Le 12 décembre 2018, la colocataire de Carla Valpeos à l'auberge Parihuana à Cusco, au Pérou, s'est réveillée pour découvrir que Carla avait disparu. Carla, une femme de 35 ans, légalement aveugle, originaire de Détroit, voyageait beaucoup avant de perdre complètement la vue en raison d'une maladie dégénérative des yeux. Elle était venue au Pérou pour le mariage d'une amie et pour célébrer son 35e anniversaire, réalisant son rêve de gravir le plus haut sommet du Machu Picchu le 11 décembre. Carla avait rejoint un groupe de touristes pour explorer le Machu Picchu. Malgré son handicap visuel, elle était déterminée à vivre pleinement l'expérience et des photos la montrent souriante au sommet.
Ce soir-là, le groupe est retourné à Cusco et a fêté l'événement dans un club local. Carla partageait sa chambre d'auberge avec une femme du groupe. Le lendemain matin, sa colocataire a remarqué son absence vers 9h30 et la dernière communication de Carla a été un message WhatsApp vers 10h discutant de ses plans pour visiter un musée. La disparition soudaine de Carla a immédiatement suscité l'inquiétude. Sa famille, en particulier son frère Carlos Valpeos, était profondément préoccupée car elle restait toujours en contact pendant ses voyages. Carlos, vivant à Brooklyn, New York avec leur père, Carlos Senior a rapidement pris des mesures. Carlos Senior s'est rendu au Pérou pour rejoindre les efforts de recherche. L'enquête initiale a révélé que Carla avait pris un taxi le matin du 12 décembre. Des images de vidéosurveillance l'ont montré entrant dans un taxi et la police pensait qu'elle se dirigeait vers un centre de transport à Cusco pour prendre un bus ou une navette pour faire du tourisme. Sa destination exacte restait floue, mais elle avait manifesté son intérêt pour explorer davantage la région. Carla était une voyageuse expérimentée en solo, ayant visité des pays comme le Yémen, l'Égypte et la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Elle était une militante pour les personnes malvoyantes et avait écrit un livre de voyage intitulé « Aventure sans vision ». Sa famille savait qu'elle ne disparaîtrait pas sans laisser de traces. Elle avait prévu de retrouver une amie, Alicia Steele, à l'aéroport de Lima le 15 décembre pour rentrer au Michigan. Alicia l'a signalée comme disparue et a annulé son vol pour aider aux recherches. Carlos Senior a fouillé la vallée sacrée, une région reculée des Andes péruviennes, distribuant des flyers interrogeant les habitants et explorant les champs de maïs et les grottes. Vivant sur ses économies et des dons, il logeait dans de petits hôtels et mangeait peu, porté par l'espoir de retrouver Carla. Plusieurs théories ont émergé au cours de l'enquête. L'une suggérait que Carla avait eu un accident dans le parc archéologique de Pisac, un site qu'elle avait exprimé le désir de visiter. Une autre théorie, soutenue par sa famille, impliquait un acte criminel. Carlos Jr. pensait qu'un opportuniste avait pu cibler sa sœur pour un vol ou une agression, entraînant sa disparition. Il soupçonnait que son corps pouvait être enterré dans les montagnes de la vallée sacrée. La famille a critiqué la gestion de l'affaire par la police péruvienne, décrivant leurs efforts comme désorganisés. Ils ont demandé une plus grande implication du gouvernement américain, espérant que le FBI collaborerait avec les autorités péruviennes. Les efforts de recherche de Carlos Senior incluaient le traçage des personnes ayant rencontré Carla avant sa disparition, la récupération de son sac à dos à l'auberge et la demande d'images de vidéosurveillance. Il a travaillé avec la police locale pour fouiller des maisons suspectées d'abriter de la drogue, espérant trouver un indice qui mènerait à Carla. Un élément de preuve significatif était une vidéo de Pisac montrant Carla marchant rapidement avec son sac à dos vert et sa canne blanche environ 1 heure après avoir quitté son auberge. Ces images, ainsi que des témoignages, indiquaient qu'elle se dirigeait vers le parc archéologique de Pisac. Malgré des recherches intensives, aucune trace de Carla n'a été trouvée dans le parc. Au fil du temps, la police a élaboré une nouvelle théorie. Carla aurait pu être attirée vers l'un des nombreux sites rituels de la région où les touristes essaient souvent l'ayahuasca, une puissante potion hallucinogène. La famille de Carla a nié cette hypothèse, insistant sur le fait qu'elle n'aurait pas pris de drogue volontairement. Ils croyaient qu'elle était victime d'un crime, peut-être impliquant une agression. Carlos Jr. et son père ont poursuivi leur enquête indépendante, rassemblant des indices et suivant des pistes. Ils étaient frustrés par le manque de progrès et la lenteur de la réponse des autorités péruviennes et américaines. Malgré les obstacles, ils restaient déterminés à retrouver Carla et à la ramener chez elle. Les montagnes rocheuses, connues pour leurs paysages à couper le souffle et leurs terrains accidentés, attirent chaque année d'innombrables aventuriers. Les randonneurs affluent sur les sentiers pour découvrir la beauté et la sérénité de la nature sauvage du Colorado. Cependant, l'attrait des montagnes s'accompagne de risques inhérents et tous ceux qui s'aventurent dans ces contrées sauvages ne reviennent pas. L'une des énigmes les plus persistantes des Rocheuses est la disparition de James Puitt, un homme de 70 ans originaire du Tennessee. James Puitt, randonneur chevronné et passionné de photographie, est arrivé au Parc national des Montagnes Rocheuses le 28 février 2019. C'était un homme habitué à la vie en plein air, bien conscient des défis et de la beauté de la nature sauvage. Ce jour-là, il entreprit ce qu'il avait prévu être une simple randonnée d'une journée. Il gara sa voiture dans le parking de Glacier Gorge, prit son appareil photo Nikon Coolpix P900 ainsi qu'un bonnet rouge orangé et commença sa randonnée aux alentours de 10 h du matin. Le temps était typique de la fin de l'hiver, avec des températures froides et la possibilité toujours présente de neige. Pendant 3 jours, Puitt resta silencieux, provoquant l'inquiétude croissante de sa famille. Le 2 mars, les gardes forestiers trouvèrent son véhicule toujours garé au départ du sentier de Glacier Gorge, indiquant qu'il n'était pas encore rentré comme prévu. En contactant sa famille, leurs pires craintes furent confirmées.
puis était parti pour une randonnée d'une journée et n'avait plus été vu ni entendu depuis. Le service des parcs nationaux lança rapidement une vaste opération de recherche et de sauvetage. Mais à ce moment-là, plus de 60 cm de neige étaient tombés dans la région de Glacier-Gorge, compliquant les efforts de recherche. La neige fraîche avait probablement recouvert toutes les traces ou indices qui auraient pu mener à puits. Le temps était compté, mais les conditions météorologiques sévères et le terrain dangereux rendaient la recherche de plus en plus difficile. L'opération mobilisa des équipes au sol, des hélicoptères et des chiens de recherche, tous scrutant minutieusement le terrain accidenté autour de Glacier-Gorge. Les équipes de recherche durent affronter des défis considérables, allant de la navigation dans la neige profonde et sur des sentiers glacés à la lutte contre le froid mordant. Malgré leurs efforts exhaustifs, aucune trace de James Pitt ne fut découverte. Au fil des jours, l'approche de la recherche dut être ajustée par le service des parcs nationaux. La recherche active fut réduite à un mode de surveillance continue, ce qui signifiait que les gardes forestiers effectueraient des contrôles périodiques de la zone et suivraient toute nouvelle piste potentielle. L'enquête sur la disparition de Puits resta ouverte, mais les ressources et l'intensité de la recherche initiale ne pouvaient plus être maintenues indéfiniment. Le mystère de la disparition de James Pitt pesa lourdement sur sa famille. Des théories et des spéculations émergèrent, mais sans preuve concrète, elles restèrent de simples hypothèses. Compte tenu de l'âge de Pitt et des conditions difficiles dans Glacier-Gorge, on supposa qu'il avait pu être victime d'un accident ou d'une urgence médicale en randonnée solitaire. Le paysage exigeant et le climat imprévisible du parc national des Montagnes Rocheuses créent des défis de survie redoutables, même pour des randonneurs expérimentés comme Pitt. Les opérations de recherche active furent arrêtées, mais l'espoir de retrouver James Pitt ne disparut jamais totalement. Sa famille et le service des parcs nationaux continuèrent à espérer qu'une nouvelle preuve ou information pourrait éventuellement éclaircir le mystère de sa disparition. Durant l'été 2015, la famille Kunz entreprit ce qui semblait être une simple excursion de camping au Timber Creek Campground, niché dans la nature sauvage reculée de l'Idaho. Cependant, ce qui commença comme une aventure en apparence routinière se transforma bientôt en un réseau complexe de mystères, enveloppé d'incertitudes et de suspicions. Niché dans la nature sauvage près de Lydor, Idaho, se trouvait le Timber Creek Campground, offrant une retraite tranquille loin du chaos de la vie moderne. C'est ici que la famille Kunz se lança dans une excursion de camping qui prendrait bientôt un tournant inattendu. Accompagnaient ce voyage Vernal Kunz et Jessica Mitchell, ainsi que leur énergique fils de 2 ans, Deor Kunz Jr. Ils étaient rejoints par le grand-père de Jessica, Bob Walton, un aîné animé, et Isaac Reinwand, une figure mystérieuse dont la présence apportait un air de mystère à leur expédition. Le soir du 9 juillet 2015, la famille Kunz chargea son camion et partit pour son excursion de camping. Ils rencontrèrent Bob Walton et Isaac Reinwand en chemin, traversant un terrain accidenté. Alors que le soleil se couchait, ils s'arrêtèrent pour prendre du diesel, essayèrent de dîner à Lydor mais n'y parvinrent pas, et finirent par acheter rapidement des collations dans une supérette avant d'arriver enfin au terrain de camping dans l'obscurité. Deor aida ses parents à installer le campement et à faire un feu avant que la famille ne se retire pour la nuit. Le lendemain matin, le groupe profita du temps libre au camping. C'est également à ce moment-là que Jessica demanda au grand-père, Walton, de veiller sur le fils de 2 ans pendant qu'elle et Vernal se promenaient dans le camping. Ce fut la dernière fois que Deor fut vu. Vers 14 h, alors que Vernal et Jessica étaient partis pêcher avec Isaac, le couple se rendit compte que Deor était introuvable. La panique s'ensuivit alors que les campeurs fouillaient le terrain de camping dans une recherche frénétique de leur fils disparu. Vernal appela le 911 à 14 h 22, suivi de Jessica à 14 h 26, et le bureau du shérif reçut un appel à 14 h 28. Ce n'est qu'à 15 h 45, 16 h, que l'équipe de recherche et de sauvetage arriva. Un effort de recherche immédiat sur le terrain de camping et dans la nature sauvage fut entrepris par la famille et les autorités, espérant trouver des indices sur le lieu de disparition du garçon. Pendant 2 semaines, des équipes fouillèrent méticuleusement la région, utilisant divers moyens tels que des VTT, des hélicoptères, des chevaux, des unités canines et des drones. Malgré leurs efforts épuisants, aucun signe de Deor ou même d'indice ne fut trouvé.
Dans un tournant surprenant, le bureau du shérif du comté de Lemhi annonça en janvier 2016 que Vernal Kunz et Jessica Mitchell étaient désignés comme suspects dans la disparition de leur fils. La révélation survint au milieu d'incohérences croissantes dans les récits fournis par le couple. Selon l'enquêteur privé Philip Klein, engagé par la famille pour aider à l'enquête, Vernal et Jessica ont passé plusieurs tests polygraphiques donnant des résultats troublants. Vernal aurait échoué à 5 tests polygraphiques, tandis que Jessica aurait échoué à 4. Ces échecs ont soulevé de sérieux doutes quant à la véracité de leurs déclarations concernant les événements ayant conduit à la disparition de Deorr. Plusieurs théories ont émergé concernant le sort de l'enfant disparu. Klein a exprimé ses soupçons selon lesquels Deorr aurait pu être victime d'un acte répréhensible, qu'il s'agisse d'un accident ou d'une intention. Klein a même allégué que Jessica détenait des informations vitales sur le lieu où se trouvait Deorr, mais a choisi de les garder cachées, rendant ainsi presque impossible la résolution de l'affaire. Suspicion supplémentaire, lorsque le couple fut confronté à une expulsion pour loyers impayés en 2016, certains de leurs biens abandonnés semblaient être liés à leur enfant disparu, y compris la veste de camouflage de Deorr qu'il aurait portée au moment de sa disparition. Malgré ces détails préoccupants, le mystère entourant la disparition de Deorr Kunz Jr. reste non résolu. Aucune arrestation ou accusation n'a été prononcée dans le cadre de l'affaire. Vernal Kunz et Jessica Mitchell se sont séparés en 2016, Mitchell se remariant par la suite. Les deux individus continuent de clamer leur innocence, niant toute implication dans la disparition de Deorr et affirmant leur ignorance quant à son lieu où il se trouve. C'était le 13 juillet 2020 lorsque Jean Tighe a été vu pour la dernière fois quittant l'auberge Help Yourself à Parede, au Portugal. Jean, une femme de 38 ans originaire du comté de Cavan, en Irlande, avait son sac à main avec elle mais avait laissé son passeport et la plupart de ses affaires derrière elle. Ce détail inhabituel a intrigué sa famille et les enquêteurs. Jean était une voyageuse expérimentée, souvent prête à partir à l'improviste. Sa famille ne s'est pas inquiétée au début lorsqu'ils n'ont pas eu de nouvelles. Ce n'est qu'en janvier 2021, 6 mois plus tard, que sa famille a signalé sa disparition. À ce moment-là, les comptes de médias sociaux de Jean montraient encore de l'activité, ce qui a ajouté à la confusion. Le jour de la disparition de Jean, elle a été vue quittant l'auberge avec un homme qui parlait avec un accent brésilien. Cet homme n'a jamais été identifié et reste une figure clé dans ce mystère. La sœur de Jean, Leona Tigio, pense que cet homme pourrait être la dernière personne à avoir vu Jean vivante. Vivant à New York et travaillant comme infirmière, Leona a jonglé entre son travail et ses recherches d'informations. Elle a effectué plusieurs voyages au Portugal s'entretenant avec des habitants, mais ses efforts ont été en grande partie vains. Les autorités portugaises ont été lentes à réagir, ne déclarant Jean personne disparu que 3 ans après sa disparition. Leona se souvient de la dernière communication qu'elle a eue avec sa sœur. Le 13 juillet, Jean l'a appelée, mais Leona a manqué l'appel. Elle lui a envoyé un message demandant si tout allait bien. Jean a répondu « Oui, tout va bien ». Ce furent les derniers mots qu'elle entendit de sa sœur. Jean avait un billet retour pour Dublin réservé pour le 15 juillet, mais elle n'a jamais embarqué sur le vol. Au lieu de cela, elle a disparu sans laisser de traces, laissant sa famille dans l'angoisse. La famille Tighe a engagé un détective privé qui a confirmé que Jean avait quitté l'auberge avec l'homme brésilien, mais n'a trouvé que peu d'autres informations. Le personnel de l'auberge se souvenait de Jean partant, mais ne connaissait pas l'identité de l'homme ni leur destination. L'un des aspects les plus déroutants de la disparition de Jean est l'activité sur ses comptes de médias sociaux. Son Instagram et son Facebook ont été actifs jusqu'en février 2021, 7 mois après qu'elle ait été vue pour la dernière fois. Des publications ont été faites, des messages ont été envoyés et les comptes semblaient en usage. Mais Leona et sa famille croient que ce n'était pas Jean. L'ex-petit ami de Jean, Cheuki Tamba, qui avait signalé sa disparition pour la première fois à la police portugaise, a été retrouvé mort dans son appartement à Alcabideche, près de Parede. Sa mort a ajouté une sombre tournure à l'histoire, mais il reste incertain si elle est liée à la disparition de Jean. Elle croit qu'il y a eu un manque d'urgence de la part des forces de l'ordre portugaises et de l'Angarda Síochána en Irlande. L'accès aux comptes de médias sociaux et bancaires de Jean pourrait fournir des informations cruciales, mais des obstacles bureaucratiques ont retardé le processus. Meta, la société mère de Facebook et Instagram, est prête à aider, mais nécessite une lettre formelle des autorités qui n'a pas encore été fournie. Les efforts de Leona pour sensibiliser le public à l'affaire de sa sœur incluent sa participation à des podcasts et des interviews médiatiques. Elle espère qu'en gardant l'histoire de Jean sous les projecteurs, quelqu'un détenant des informations se manifestera. La page Facebook de la famille dédiée à la recherche de Jean a reçu des messages de personnes du monde entier.
certaines partageant leurs propres expériences de retrouvailles avec des proches disparus après des années. Malgré les difficultés, Léona reste optimiste. Elle croit que quelqu'un, quelque part, sait ce qui est arrivé à Jean et que le mystère de la disparition de sa sœur peut encore être résolu. Elle a appelé le gouvernement irlandais à faire pression pour obtenir des réponses et à tenir les autorités portugaises responsables de leur lenteur à réagir. Le manque de progrès a eu un impact profond sur la famille Ptiguet, incapable de faire leur deuil correctement sans savoir ce qui est arrivé à Jean. Et Léona craint que certains membres de la famille ne puissent continuer longtemps. Léona a également remis en question la rigueur de l'enquête. Elle veut savoir pourquoi certaines pistes, comme l'application de rencontres que Jean utilisait, n'ont pas été pleinement explorées. Elle croit que cela pourrait être la clé pour comprendre ce qui est arrivé à sa sœur. Les gens rencontrent d'autres personnes par le biais de ces applications tout le temps, et cela semble être un point de départ évident. Richard Judd, un randonneur de 72 ans originaire de Berkeley, en Californie, était un explorateur passionné des grands espaces. Le 25 juillet 2021, il entreprit ce qu'il pensait être une autre randonnée revigorante à travers le parc national de Yosemite. Un compagnon de randonnée l'accompagnait et leur itinéraire prévoyait de les mener du lac Lower Merced Pass au col Red Peak, une route promettant des panoramas époustouflants et la beauté sereine du terrain accidenté de Yosemite. La journée commença sous un ciel brillant et dégagé avec une brise fraîche du matin typique pour la fin du mois de juillet à Yosemite. Richard, mesurant 1,80 m pour 68 kg, avec des yeux marrons, des cheveux courts grisonnants et une barbe, était un randonneur expérimenté qui avait déjà traversé de nombreux paysages difficiles. Ce jour-là, il portait une chemise bleue et un pantalon gris et s'appuyait sur des bâtons de marche blancs pour naviguer sur le sol inégal. Son sac à dos, bleu marine, contenait les fournitures essentielles pour leur périple. Le trajet du lac Lower Merced Pass, situé à une altitude d'environ 2700 mètres, jusqu'au col Red Peak, était réputé pour sa beauté stupéfiante mais aussi pour la difficulté de son terrain. Richard et son compagnon progressaient régulièrement sur le sentier, profitant de la splendeur naturelle qui les entourait. Cependant, au fur et à mesure que la journée avançait, la météo changea. Les températures diurnes dans la vallée de Yosemite atteignirent les 30 à 38 degrés, avec une chaleur intense réfléchie par les surfaces rocheuses. Malgré les conditions étouffantes, Richard continua, poussé par son amour pour la randonnée et la nature. À l'approche de la moitié de leur randonnée, les deux randonneurs se retrouvèrent dos séparés. Qu'il s'agisse d'une brève absence de communication, d'une divergence dans leur chemin ou d'une distraction inattendue, Richard se retrouva seul. La réalisation de sa séparation ne fut pas immédiatement alarmante. Toutefois, alors que les heures passaient et que la chaleur accablante du jour laissait place à des températures plus fraîches en soirée, l'inquiétude commença à se faire sentir. Le compagnon de Richard, incapable de le retrouver, retourna à leur dernier camp connu au lac Lower Merced Pass et signala sa disparition aux autorités. Le service des parcs nationaux fut rapidement alerté et une opération de recherche et de sauvetage d'envergure fut lancée. La recherche de Richard Judd fut une entreprise massive. Les rangers du parc, les équipes de recherche et de sauvetage, ainsi que de nombreux bénévoles fouillèrent la zone où il avait été vu pour la dernière fois. Des hélicoptères et des drones furent déployés pour couvrir le vaste et accidenté terrain depuis les airs, tandis que des équipes au sol naviguaient dans le paysage difficile, appelant Richard et cherchant des signes de sa présence. Les températures diurnes élevées posaient des défis supplémentaires pour les équipes de recherche, tandis que les températures nocturnes autour de 15 degrés offraient un peu de répit mais soulignaient aussi l'urgence de retrouver Richard au plus vite. Malgré les efforts exhaustifs des équipes de recherche, aucune trace de Richard ne fut trouvée dans les jours suivant sa disparition. Le terrain accidenté et les conditions météorologiques difficiles dans la zone où Richard avait disparu suggéraient une blessure ou une crise médicale l'empêchant de revenir au camp ou de communiquer avec les autorités. Compte tenu de son expérience et de ses ressources, il y avait encore de l'optimisme quant à la possibilité qu'il ait trouvé un abri et attendait d'être secouru. Les pistes et les signalements potentiels furent suivis avec diligence, mais chaque piste semblait mener à une impasse. À mesure que les jours se transformaient en semaines, la recherche initiale se transforma en une opération plus limitée mais continue. Le service des parcs nationaux continua d'encourager le public à signaler toute observation ou information pouvant aider à localiser Richard. Des affiches avec sa description furent placardées partout dans le parc et les randonneurs furent invités à rester vigilants pour tout indice pouvant conduire à sa découverte. Le mystère de la disparition de Richard Judd pesa lourdement sur ceux qui le connaissaient. Ses amis et sa famille furent laissés dans une incertitude douloureuse, partagée entre l'espoir et le désespoir. Richard avait toujours été un pilier de force et d'aventure dans leur vie, et l'incertitude de son sort était un fardeau difficile à porter.
Son amour pour la nature l'avait conduit à d'innombrables aventures, mais cette même passion semblait maintenant l'avoir conduit à une disparition inexplicable. Au cours des mois suivants, des efforts de recherche sporadiques continuèrent, de nouvelles zones furent explorées et les régions déjà fouillées furent réexaminées. Les bénévoles restèrent dévoués et la communauté des randonneurs de Yosemite se mobilisa autour de l'effort pour retrouver Richard. Son histoire devint un triste rappel des risques inhérents à l'exploration de la nature sauvage, peu importe l'expérience ou la préparation d'une personne. Malgré le passage du temps, la recherche de Richard continua. Chaque année, à l'approche de l'anniversaire de sa disparition, de nouveaux efforts furent déployés pour le retrouver. Les équipes de recherche revisitèrent la zone, espérant que des changements dans le paysage ou des variations saisonnières puissent révéler de nouveaux indices. Pourtant, alors que les deuxième et troisième années passèrent sans percée, l'espoir de retrouver Richard commença à s'estomper. La disparition de Richard reste un mystère, un rappel troublant de la nature imprévisible et parfois impitoyable de la nature. Le 20 août 2004, ce qui semblait être une banale sortie en camping familial se transforma en un mystère glaçant qui continue de dérouter les enquêteurs à ce jour. Garrett Bardsley, un garçon de 12 ans originaire de l'Utah, pêchait avec son père au lac Kuberan lorsqu'il décida de retourner à leur camp pour changer de vêtements. Malgré le campement n'étant qu'à 250 pieds du lac, Garrett n'y est jamais retourné et n'a plus jamais été revu depuis. Garrett et son père faisaient partie d'un groupe plus important composé de 18 autres scouts et de 6 ou 7 adultes. Garrett avait réussi à mouiller ses chaussures, son pantalon et ses chaussettes en pêchant et il se sentait mal à l'aise dans ses vêtements trempés. Il dit à son père qu'il ne serait pas long et reviendrait bientôt au lac pour essayer de pêcher un poisson pour le petit déjeuner. Le reste de leur groupe de scouts était campé en haut de la colline au site de camping Kuberan numéro 4, à seulement 250 pieds de là. Ils avaient emprunté le sentier plusieurs fois auparavant, donc le père de Garrett, Kevin, laissa son fils retourner au camp pendant qu'il continuait à pêcher. Curieusement, après 20 minutes, il n'y avait aucun signe que Garrett soit revenu au lac. Cela fit grandir l'inquiétude de Kevin sur ce qui prenait à son fils tant de temps pour revenir. Il retourna au camp pour voir ce qui s'était passé, pour découvrir que Garrett n'était pas trouvable dans la cabine. Aucun des autres scouts ne l'avait vu au camp non plus. Paniqué et confus, Kevin donna l'alerte et informa les autres personnes présentes sur le site de camping ainsi que les autorités. Cela déclencha une vaste opération de recherche impliquant des centaines de chercheurs officiels et non officiels. Les chercheurs ont fouillé la région à pied, à cheval et avec l'aide de chiens spécialement formés pour trouver la moindre trace de Garrett. La recherche a continué dans la nuit du dimanche 21 août dans l'espoir de retrouver le garçon disparu vivant et en bonne santé. Cependant, au fil des jours, ces espoirs se sont estompés et la recherche est devenue sombre. Malgré la recherche exhaustive, la seule preuve que les chercheurs ont trouvée était l'une des chaussettes Nike de Garrett. Elle a été découverte à environ un demi-mile de l'endroit où il a disparu, dans un champ de blocs de granit accidenté. Selon le shérif du comté de Summit, Dave Edmonds, la chaussette semblait avoir été retirée d'un pied mouillé et froissé, ce qui correspondait à ce qu'il savait de Garrett. Après 9 jours, la recherche officielle de Garrett a été interrompue. Cependant, la famille, de nombreux amis dévoués et des volontaires ont continué la recherche après la fin de la recherche officielle, retournant au moins 2 fois par semaine jusqu'en octobre. Après l'hiver 2004, d'autres recherches ont été effectuées mais n'ont donné aucun résultat. L'affaire a été présentée dans divers médias en raison de sa nature curieuse et intrigante. Jusqu'à aujourd'hui, l'histoire de Garrett continue de sensibiliser à la question des enfants disparus et à l'importance de les protéger. Nous ne saurons peut-être jamais ce qui est arrivé à Garrett, mais sa disparition a engendré des dizaines de théories du complot. Certains spéculent qu'il a été attaqué par un animal sauvage, peut-être un lion de montagne ou un ours. D'autres pensent qu'un inconnu ou un proche de la famille a pu enlever Garrett. Certains suggèrent même qu'il aurait pu tomber ou être blessé dans un accident en explorant la région et n'aurait pas pu obtenir d'aide. Cependant, aucune preuve n'existe pour étayer l'une de ces théories. La mystérieuse disparition de Garrett Bardsley reste un cas non résolu qui continue de dérouter les enquêteurs. Avec les années qui passent, le mystère s'approfondit, laissant plus de questions que de réponses. Le 10 avril 2023, Patricia Wu-Murad, âgée de 60 ans et connue sous le nom de Patty, quitta la maison d'hôte Mandokoro à Nara, au Japon. Randonneuse passionnée originaire du Connecticut, elle entreprit la route Koichi du sentier Kumano-Kodo sur Honshu, l'île principale du Japon. Patty, qui avait déjà randonné en Espagne, en France, en Jordanie et en Égypte, attendait ce voyage avec impatience. Malheureusement,
Ce fut la dernière fois que quelqu'un la vit. Patty avait soigneusement planifié son voyage, prévoyant de parcourir une section de 18 km du sentier, estimée à 7 à 9 heures de marche. Elle était attendue dans son prochain hébergement à Osaka en fin d'après-midi. Lorsqu'elle ne se présenta pas, le personnel de l'auberge signala sa disparition à la police locale. La police locale lança une opération de recherche de 72 heures le 11 avril, mais malgré leurs efforts, aucune piste ne fut trouvée. La recherche fut interrompue le 13 avril, le jour même où le mari de Patty, Kirk Murad, reçut un appel du consulat américain. Kirk, accompagné de leur fille Murphy et de leur fils, s'envola pour le Japon pour commencer leurs propres recherches. À leur arrivée, la famille fut frustrée par le manque d'urgence de la part de la police locale. Malgré l'aide des autorités, il n'y avait pas de plan d'action clair. Kirk et sa famille parcoururent le col de Muratoj où Patty était censée randonner, mais ils ne trouvèrent rien. Ils créèrent une page GoFundMe pour lever des fonds afin d'engager une équipe privée de recherche et sauvetage appelée Mountain Works. Avec l'aide de bénévoles et de dons, ils organisèrent la plus grande et la plus longue recherche d'une personne au Japon, mais sans succès. Kirk exprima sa frustration en déclarant « Il n'y a aucun vêtement, aucun témoin, pas de sang, il n'y a rien, c'est ça le plus frustrant ». Il critiqua la lenteur de la réaction de la police locale et leurs ressources limitées le week-end. La recherche ne reprit que le 18 avril, après l'intervention du sénateur américain Richard Blumenthal. Malgré des efforts considérables, la recherche ne donna aucun résultat. Au moment où la famille fut informée, le téléphone de Patty était déchargé, empêchant d'accéder à sa localisation. Les lois japonaises sur la vie privée compliquèrent davantage les efforts pour récupérer les données de sa carte eSIM, laissant Kirk et sa famille sans aucune piste solide. Au fil des semaines, Kirk craignait le pire. Kirk et Murphy se concentrèrent sur les données de son téléphone, espérant qu'elles pourraient résoudre le mystère. Ils sollicitèrent l'aide du FBI, poussant les autorités japonaises à récupérer les données du téléphone de Patty. L'engagement de la famille Murad à retrouver Patty ne faiblit pas. Ils restèrent en contact avec les autorités, les pressant de garder l'affaire ouverte. Cependant, leurs ressources financières s'épuisaient. La recherche avait déjà coûté plus de 125 000 $ et la famille devait parfois se contenter de nouilles instantanées pour économiser. Malgré les coûts croissants, ils étaient déterminés à la retrouver. Murphy, le principal point de contact pour les efforts de recherche, coordonnait avec la police japonaise et les équipes de recherche privées. Elle partageait des mises à jour sur les réseaux sociaux, tenant les supporters informés et mobilisant davantage d'aide. Des bénévoles locaux japonais et des supporters du monde entier contribuèrent à la recherche, offrant de la nourriture, des moyens de transport et participant même aux recherches. Le 7 mai, les autorités locales interrompirent officiellement leurs recherches, faute de preuves. Malgré cela, Kirk et Murphy continuèrent à aller de l'avant. Kirk souligna qu'ils n'abandonneraient pas tant qu'ils n'auraient pas de réponse. La famille continua à collecter des fonds et à maintenir l'histoire vivante dans les médias, espérant que quelqu'un pourrait fournir de nouvelles informations. Début juin, les efforts de recherche durent être suspendus en raison de l'épuisement des fonds. Mais la famille Murad ne perdit pas espoir. Kirk exprima sa gratitude pour le soutien mondial qu'ils avaient reçu. « Il y a tellement de personnes merveilleuses sur cette planète. Cela a en quelque sorte restauré notre foi en l'humanité. Des gens que nous ne connaissions même pas ont offert de leur temps, ils nous apportent de la nourriture, ils nous conduisent partout. Ils n'ont rien demandé en retour. » Alors que la famille luttait contre le manque de clôture, elle commença à se concentrer sur la création d'une procédure standard pour les recherches lorsque des personnes disparaissent à l'étranger. Kirk voulait aider d'autres à éviter les difficultés qu'ils avaient rencontrées. « Nous voulons trouver des réponses, nous voulons la retrouver », a-t-il dit. Il croyait que de meilleurs protocoles et outils, comme des dispositifs de localisation Bluetooth, pourraient aider à prévenir de telles disparitions à l'avenir. Malgré les défis écrasants, la famille Murad resta optimiste. Ils restèrent en contact avec les autorités, espérant une percée qui pourrait les conduire à Patty. La recherche ne concernait pas seulement le fait de la retrouver, mais aussi d'apporter une clôture à leur famille et de s'assurer que d'autres familles n'aient pas à traverser la même épreuve. Barry G. Tran, un résident de 68 ans de Columbia Falls, dans le Montana, était un homme profondément connecté à la nature. Vivant à l'ombre du parc national des glaciers, il passait d'innombrables heures à explorer sa beauté sauvage, trouvant réconfort et aventure dans ces vastes étendues. Le 22 juillet 2020, Tran entreprit une autre randonnée en solitaire, une aventure qu'il avait déjà réalisée à de nombreuses reprises. Sa destination était le départ du sentier de Kintla Lake, dans le coin nord-ouest reculé du parc, un endroit connu pour sa beauté sereine et son terrain difficile. Le véhicule de Tran fut découvert garé au départ du sentier, un spectacle familier pour les gardes forestiers et les randonneurs qui le connaissaient par ses visites régulières. Il était un randonneur chevronné, bien préparé
pour les défis. Cependant, lorsqu'il ne rentra pas au 25 juillet, l'inquiétude se répandit rapidement. Le service des parcs nationaux fut informé et une opération de recherche et de sauvetage fut immédiatement lancée. Les premiers efforts de recherche furent vastes et bien coordonnés. Des équipes au sol, des hélicoptères et des chiens de recherche furent déployés pour fouiller le terrain accidenté entourant Kintla Lake. La région, connue pour ses forêts denses, ses pentes abruptes et ses conditions météorologiques imprévisibles, posa des défis importants aux équipes de recherche. Malgré leurs meilleurs efforts, aucune trace de Tran ne fut trouvée. Sa disparition semblait dérouter même les membres les plus expérimentés des équipes de recherche et de sauvetage. Et le 4 août, une lueur d'espoir apparut. Une paire de lunettes de soleil fut retrouvée dans Kintla Creek, dans la région de North Fork du parc. Compte tenu de leur emplacement et des circonstances de la disparition de Tran, les lunettes furent supposées lui appartenir. Cette découverte incita les recherches à se concentrer à nouveau sur la zone autour de Kintla Creek. Des unités de recherche canines furent amenées et les chiens manifestèrent un intérêt à l'embouchure de Kintla Lake. Malgré cette piste prometteuse, aucune autre trace de Tran ne fut retrouvée. Le personnel du parc, en coopération avec les équipes de recherche et de sauvetage du comté de Flathead, continua de fouiller la région. Des méthodes de recherche avancées furent employées, y compris l'utilisation d'un véhicule sous-marin télécommandé pour explorer les profondeurs du lac Kintla. Cette technologie permit aux équipes de recherche d'accéder à des zones autrement inaccessibles. Mais malgré ces efforts considérables, aucun indice supplémentaire sur l'emplacement de Tran n'émergea. Au fil des jours, la réalité de la situation commença à s'imposer. Le 10 août 2020, le service des parcs nationaux prit la difficile décision de réduire l'opération de recherche. L'absence de nouvelles pistes et les conditions difficiles de la zone de recherche nécessitèrent un changement d'approche. L'enquête sur la disparition de Tran resta ouverte, mais passa à un mode limité et continu. Les gardes forestiers continuèrent à effectuer des contrôles périodiques de la région, et toute nouvelle information potentielle fut poursuivie avec diligence. Le cadre reculé de Kintla Lake et l'âge de Tran soulevèrent plusieurs hypothèses concernant sa disparition. On supposa qu'il avait pu rencontrer un accident ou une urgence médicale pendant sa randonnée en solitaire. La topographie difficile et les conditions météorologiques imprévisibles du parc national des glaciers créent des défis de survie redoutables, même pour les randonneurs les plus expérimentés. Malgré la réduction des efforts de recherche active, l'espoir de retrouver Tran persista. Sa famille, ses amis et le service des parcs nationaux restèrent optimistes, croyant que de nouvelles preuves ou informations pourraient éventuellement éclaircir le mystère de sa disparition. Cependant, il reste à déterminer quand cette percée surviendra. Le 14 juin 1969, la famille Martin, composée de William, de sa femme et de leurs 2 garçons, Dennis et son frère aîné, partit en camping dans le parc national des Great Smoky Mountains. Ils cherchaient à échapper à l'agitation de la ville et à trouver la paix dans la nature. Ils installèrent leur tente à Spencefield, entourée de verdure luxuriante, et leur voix remplissait le calme environnant de rires et de conversations. Alors que l'après-midi avançait, Dennis et son frère aîné se retrouvèrent plongés dans une partie de cache-cache avec 2 autres garçons du camp. Tout avait commencé innocemment. Ils ne savaient pas que ce simple jeu allait prendre un tournant terrifiant. Vers 16h30, Dennis et son frère se joignirent aux 2 autres garçons pour s'amuser. William Martin regarda les enfants se regrouper, complotant un canular pour surprendre les adultes. Avec un sourire malicieux, ils disparurent dans la forêt, le t-shirt rouge vif de Dennis contrastant avec le décor verdoyant. Lorsque les plus grands réapparurent, éclatant de rire, Dennis était conspicuement absent. Une inquiétude se dessina sur le visage de William, qui commença à appeler Dennis mais ne reçut aucune réponse. Pendant ce temps, à environ 7 miles de là, Harold Key et sa famille faisaient une randonnée tranquille près de Sea Branch, au sud-ouest de Cad's Cove. Leur sortie paisible prit une tournure glaçante lorsqu'un cri déchira la forêt silencieuse. Surpris, ils scrutèrent les environs, le cœur battant d'inquiétude en apercevant une silhouette furtive se faufilant entre les arbres. Pendant ce temps, la famille Martin et l'autre famille qui était avec eux commencèrent à chercher Dennis. Alors que les heures passaient et que l'obscurité descendait sur Spencefield, les efforts de recherche s'intensifièrent, attirant l'attention des rangers du parc et des bénévoles concernés. Le cœur lourd, William Martin signala la disparition de son fils au responsable du parc à Cades Cove vers 20h30. Sa voix tremblait de peur alors qu'il implorait de l'aide pour retrouver son enfant disparu. À mesure que la soirée avançait, un orage balaya les montagnes et martela le camp de pluie et de vent. Malgré l'aggravation des conditions météorologiques, les opérations de recherche se poursuivirent sans relâche dans la nuit.
avec la famille et les chercheurs scrutant frénétiquement la zone à la recherche du garçon disparu. Le 15 juin 1969, aux premières lueurs de l'aube, le groupe de chercheurs se rassembla à Bot Mountain Road pour discuter des plans de recherche pour la journée. Malgré leur épuisement, ils étaient prêts à affronter un autre jour de recherche sans relâche. À 5 heures du matin, ils s'étaient répandus à travers le terrain accidenté, fouillant chaque centimètre de la nature sauvage dans l'espoir de trouver le moindre indice qui pourrait les mener à Dennis. Au fil des heures, le groupe de recherche s'agrandit pour compter plus de 240 personnes. Parmi eux se trouvaient des scouts locaux, des rangers en formation et des volontaires concernés, tous unis dans leur mission de ramener Dennis chez lui. Dans les jours qui suivirent, l'espoir commença à s'effacer alors que Dennis restait introuvable, laissant son sort incertain et alimentant les spéculations. De fausses pistes et des observations fugaces n'ont fait qu'ajouter à la détresse ressentie par sa famille et la communauté. C'est à ce moment-là que diverses théories et spéculations entourant sa disparition ont commencé à surgir. 3 théories principales émergèrent concernant la disparition de Dennis. La première, considérée comme la plus probable par les responsables du parc, suggérait que Dennis s'était perdu et n'avait pas pu survivre dans la nature. La deuxième théorie suggérait que Dennis aurait pu être attaqué par un ours ou, moins probablement, un sanglier et emporté. La troisième théorie, soutenue par le père de Dennis, suggérait que quelqu'un aurait pu l'éloigner du parc. Le jour où Dennis a disparu, le touriste Harold Kay et sa famille ont rapporté avoir entendu un cri et avoir vu un homme au look rude s'enfuir. Cependant, les rangers du parc et le FBI n'ont pas trouvé suffisamment de preuves pour relier cette observation à la disparition de Dennis. Au milieu des spéculations, la recherche de Dennis a continué. Le 3 juillet, le groupe de recherche a rencontré une odeur troublante de pourriture le long du West Prong, suscitant l'inquiétude parmi les membres. Malgré une enquête approfondie, la source de l'odeur est restée non identifiée, ajoutant aux complexités de la recherche. Malgré les efforts considérables et une récompense de 5 000 $ offerte par la famille pour toute information sur Dennis, la recherche n'a pas donné de nouveaux indices. Par conséquent, les responsables du parc ont décidé de mettre fin à la recherche de Dennis Martin le 11 septembre. En 1985, une avancée potentielle est survenue lorsqu'un chasseur de ginseng a prétendu avoir découvert les restes squelettiques d'un enfant à 3 miles en contrebas du dernier emplacement connu de Dennis. Malgré d'importants efforts de recherche, les chercheurs n'ont pas pu localiser les restes signalés. Le mystère entourant la disparition de Dennis Martin reste non résolu malgré l'effort significatif investi pour le retrouver. C'était à la fin du mois de décembre 2023 qu'Anna Knežević, une Colombienne de 40 ans, a pris un vol de Fort Lauderdale à destination de Madrid. Anna avait quitté son mari, David Knežević, en Floride, au milieu d'un divorce amer. Elle espérait que l'Espagne serait un nouveau départ, loin des conflits avec son mari séparé. La vie d'Anna à Madrid a bien commencé. Elle adorait la culture vibrante et l'atmosphère de la ville et s'est rapidement installée dans son nouvel appartement. Anna a même recommencé à sortir avec des hommes et envoyait des messages à ses amis et à sa famille pour exprimer son enthousiasme pour sa nouvelle vie. Le 2 février 2024, Anna a été vue sur les images de vidéosurveillance entrant dans son appartement vers 14h30. Ce soir-là, elle a passé un coup de fil à une amie ayant l'air normale et joyeuse. Cependant, ce serait la dernière fois que quelqu'un entendrait parler d'elle. Le lendemain matin, ses amis ont reçu des messages étranges depuis le téléphone d'Anna. Les textos affirmaient qu'elle avait rencontré un homme merveilleux et qu'elle allait passer du temps avec lui dans une région éloignée avec peu de services cellulaires. Ces messages étaient inhabituels. L'inquiétude s'est transformée en alarme lorsque le frère d'Anna, Felipe Henao, et sa meilleure amie, Sana Ramo, n'ont pas pu la joindre. Felipe, qui était très proche d'Anna, savait que quelque chose n'allait pas du tout. Il a contacté les autorités espagnoles, déclenchant une enquête multinationale impliquant le FBI, la police nationale espagnole et les autorités de Colombie et de Serbie. L'enquête s'est rapidement concentrée sur David Knežević, le mari séparé d'Anna. Le couple gérait EOX Technology Solutions Incorporated, une entreprise de support informatique, et possédait plusieurs propriétés en Floride. Leur divorce était un véritable champ de bataille, en particulier en ce qui concerne la division de leurs biens considérables, incluant des propriétés d'une valeur de plusieurs millions de dollars. Les déplacements de David avant et après sa disparition étaient suspects. Il s'est envolé de Miami à Istanbul le 27 janvier, puis s'est rendu en Serbie, où il a loué une Peugeot 308 le 29 janvier. Il a parcouru plus de 7700 km au cours des jours suivants. Une distance qui lui aurait permis de faire plusieurs allers-retours entre Madrid et Belgrade.
Des images de vidéosurveillance du 2 février ont montré un homme ressemblant à David en train d'acheter de la peinture en spray et du ruban adhésif dans un magasin de Madrid. Ce même soir, un homme portant un casque de moto a été vu entrant dans l'immeuble d'Anna et en train de pulvériser de la peinture sur l'objectif d'une caméra de sécurité. 1 heure plus tard, cet homme a été vu quittant l'immeuble avec une valise. Les autorités ont également découvert que David avait demandé à une femme colombienne qu'il avait rencontrée sur une application de rencontre de traduire un message en espagnol colombien parfait. Le message traduit a été envoyé depuis le téléphone d'Anna à ses amis le jour suivant sa disparition, ce qui a encore renforcé les soupçons. David a été arrêté à l'aéroport international de Miami le 4 mai 2024. Accusé d'enlèvement, il s'est vu refuser la libération sous caution en raison du risque de fuite lié à sa richesse et à ses connexions internationales. David, qui clame son innocence, affirme qu'il se trouvait en Serbie au moment de la disparition d'Anna. La famille d'Anna a tenu une conférence de presse le 9 mai. Son frère Felipe, visiblement bouleversé, a exhorté toute personne détenant des informations à se manifester. Malgré les mois écoulés depuis la dernière apparition d'Anna, la famille seule garde l'espoir que les autorités découvriront la vérité. La plainte détaillée du FBI contre David exposait les preuves circonstancielles suggérant son implication dans la disparition d'Anna. Mais sans le corps d'Anna ou une preuve définitive de son sort, de nombreuses questions restent sans réponse. Les preuves sont convaincantes, mais pas concluantes. Les images de vidéosurveillance, les messages suspects et l'itinéraire de voyage bizarre de David pointent tous vers son implication, mais ne fournissent pas une image complète. La famille d'Anna continue de chercher des réponses, s'accrochant à l'espoir qu'elle soit encore en vie quelque part. L'enquête est en cours, avec des autorités de plusieurs pays travaillant sans relâche pour découvrir la vérité. Mais tant qu'Anna ne sera pas retrouvée, vivante ou décédée, sa disparition restera un mystère inquiétant. Floyd A. Roberts III était un éducateur dévoué au lycée Middleton de Tampa Bay en Floride, où il enseignait les technologies de l'information et la conception de sites web depuis août 2014. Connu pour son engagement envers ses élèves et sa passion pour l'enseignement, Roberts s'était taillé une place de choix au sein du district scolaire. Son esprit aventureux et son amour pour la nature le poussaient souvent à chercher le réconfort et l'inspiration en pleine nature. Cette passion pour l'aventure l'a conduit à participer à une excursion de 9 jours dans le Grand Canyon le 17 juin 2016, une expédition qui marquerait le début d'un mystère persistant. Le plateau de Chiwitz, situé dans la section ouest et isolé du Grand Canyon, est célèbre pour ses vues imprenables et son terrain difficile. Roberts, accompagné d'un groupe d'aventuriers, entreprit d'explorer ce paysage accidenté. Le Grand Canyon, avec sa beauté époustouflante et ses sentiers périlleux, exigeait respect et préparation de la part de ceux qui le parcouraient. Ce jour fatidique, le groupe dut faire face à des conditions de chaleur extrême, un élément courant mais dangereux dans la région en été. Vers 16h45, près d'une zone connue sous le nom de Kelly Tank, Roberts se sépara de ses compagnons. Cette séparation, apparemment anodine au début, évolua plus tard en une situation critique. La dernière direction connue où il a été aperçu le montre se dirigeant vers Trail Canyon et le canyon à 2114 mètres d'altitude, avec peut-être l'intention de descendre dans le canyon à 209 mètres en direction du fleuve Colorado. À partir de ce moment, Roberts disparut sans laisser de traces, laissant derrière lui un cortège de questions et de préoccupations. La réponse immédiate du service des parcs nationaux, NPS, fut à la fois rapide et vaste. Conscient de la gravité de la situation et des dangers potentiels posés par l'environnement hostile, le NPS lança une opération de recherche et de sauvetage exhaustive de 6 jours. Des équipes au sol explorèrent minutieusement la zone, des hélicoptères scrutèrent le paysage depuis les airs et des chiens de recherche furent déployés pour détecter d'éventuels indices. Malgré ces efforts exhaustifs, aucune trace de Roberts ne fut retrouvée. Les dures réalités de l'environnement du Grand Canyon ne doivent pas être sous-estimées. La chaleur extrême, combinée au terrain difficile et à l'isolement, présente des risques significatifs même pour les randonneurs les plus expérimentés. La possibilité que Roberts ait été victime d'un accident ou d'une urgence médicale, telle qu'un coup de chaleur ou une insolation, planait lourdement. La nature accidentée du canyon, avec ses sentiers labyrinthiques et ses conditions imprévisibles, ne faisait que compliquer la recherche d'une personne disparue. Au fur et à mesure que les jours se transformaient en semaines, l'opération de recherche passa à un mode continu mais limité. Cela signifiait que, bien que les efforts de recherche intensifs aient été réduits, les gardes forestiers et les pilotes dans la région restaient vigilants, prêts à agir en cas de nouvelles pistes ou d'indices.
Des avis de recherche portant la description de Robert Spoor affichés à divers endroits dans l'espoir que quelqu'un ait pu le voir ou entendre quelque chose qui pourrait éclairer sa disparition. Roberts était vêtu d'une chemise rouge à manches longues, d'un jean bleu, de baskets Nike en mèches multicolores, d'un sac à dos bleu Loa Alpine et de lunettes de soleil à monture blanche avec des verres oranges. Cette description détaillée était cruciale pour quiconque pourrait le rencontrer ou retrouver ses effets personnels dans l'immensité du Grand Canyon. Tom Burnett, voisin de Roberts depuis plus de 5 ans, exprima une profonde tristesse face à sa disparition. Burnett partagea que Roberts n'était pas étranger au Grand Canyon, l'ayant visité auparavant et nourrissant une profonde affection pour les grands espaces. Son expérience en randonnée et sa connaissance de la région offraient un mince espoir. Burnett resta optimiste, s'accrochant à l'espoir que les autorités finiraient par retrouver son ami. Avec les années qui passaient, l'espoir de résoudre la disparition de Roberts persistait, bien que teinté de mélancolie résignée. Le NPS et la famille de Roberts continuaient à espérer que de nouvelles informations ou des preuves pourraient surgir. Le mystère persistant de sa disparition laissa une empreinte indélébile sur ceux qui l'ont connu, et la recherche de réponses demeura une préoccupation constante dans leur vie. En avril 2010, l'américaine Aubrey Caroline Sacco, âgée de 23 ans, était dans la dernière phase de son voyage de 5 mois à travers l'Asie du Sud. Après avoir visité l'Inde et le Sri Lanka, elle décida de terminer son périple par une randonnée en solo dans l'Himalaya, au Népal. Aubrey, une jeune femme aventurière et libre d'esprit, titulaire d'un diplôme en art et en psychologie de l'Université du Colorado, avait passé son temps au Sri Lanka à chercher des pieuvres, à faire du bénévolat dans un orphelinat et à étudier le yoga en Inde. Après une visite à Darjeeling en Inde, elle se dirigea vers le Népal. Aubrey avait informé sa famille qu'elle allait faire une randonnée dans le parc national de Langtang, près de la frontière tibétaine, et qu'elle leur donnerait des nouvelles dans quelques jours. Le 21 avril 2010, elle entama sa randonnée en solo. Sa mère, Connie, s'attendait à recevoir de ses nouvelles au plus tard, le 30 avril. Lorsque ce jour passa sans aucun contact, sa famille commença à s'inquiéter. Début mai, Connie contacta l'ambassade américaine à Katmandou. Les responsables de l'ambassade suggérèrent que des troubles civils, en particulier une rébellion maoïste, pourraient avoir retardé Aubrey dans les montagnes. Le 16 mai, le père d'Aubrey, Paul et son frère aîné, Crofton, s'envolèrent pour Katmandou afin de la rechercher. Aubrey fut vue pour la dernière fois dans le village de Langtang le 22 avril, à environ 55 km au nord de Katmandou. Au départ, les villageois déclarèrent qu'Aubrey était parti dans l'après-midi. Mais plus tard, certains prétendirent ne pas l'avoir vue du tout. Scott McLennan, un Américain qui dirigeait des missions médicales dans le Langtang, rejoignit les recherches. Il soupçonnait qu'Aubrey avait pu être victime de jeunes soldats de l'armée connus pour leurs abus envers les femmes. Il nota que les filles locales évitaient de rester près des postes militaires pour des raisons de sécurité. D'autres théories, plus inhabituelles, émergèrent. Un expatrié néerlandais à Pokhara suggéra que la disparition d'Aubrey était un acte sacrificiel perpétré par des sorcières. Certains locaux spéculèrent que son attitude ouverte et amicale avait pu conduire à son viol et à son meurtre. D'autres théories incluaient son enlèvement par des trafiquants de sexe ou sa détention dans un monastère isolé. Un adolescent médium affirma que 3 garçons l'avaient enterré sous des rochers près de la forêt. Une autre possibilité était qu'Aubrey était tombé dans la rivière. Le sentier qu'elle suivait traversait plusieurs fois des berges escarpées et la rivière, rendant le parcours dangereux. La famille Sacco se rendit plusieurs fois au Népal, essayant de localiser Aubrey avec l'aide de contacts locaux, de politiciens influents du Colorado et même du FBI. Malgré des recherches approfondies autour de Langtang, aucun signe d'Aubrey ou de ses restes ne fut trouvé. Connie Sacco devint suspicieuse face au refus des autorités d'utiliser du matériel de recherche, suggérant que le gouvernement et la police ne voulaient peut-être pas découvrir ce qui était arrivé à Aubrey. La police népalaise défendit ses actions, affirmant qu'ils avaient fouillé la zone et sollicité l'aide de chamans. En avril 2013, Paul et Connie retournèrent au Népal pour la 3e fois. Ils apprirent par des témoins que des soldats avaient été signalés près de la maison de Te Namaste le jour de la disparition d'Aubrey. 3 mois plus tard, ils furent informés que les meurtriers d'Aubrey avaient été arrêtés. Le 31 juillet 2013, Dawa Lama, un homme de Langtang, leur annonça que la police avait arrêté 3 hommes qui avaient avoué avoir tué Aubrey. Le journal népalais Republica rapporta qu'un des suspects possédait l'appareil photo d'Aubrey, et des morceaux de ses vêtements furent retrouvés chez un autre suspect. Les 3 hommes furent arrêtés. Cependant, le 1er août, la famille apprit que l'inspecteur de police népalais doutait du témoin qui avait changé sa version des faits. En l'absence de preuves matérielles, les 3 suspects furent relâchés après 28 jours de détention. Aucune autre arrestation ne fut effectuée et l'affaire tomba dans l'oubli.
lorsqu'un tremblement de terre dévastateur frappa Langtang en avril 2015, tuant environ 9000 personnes et en blessant 21 000 autres, il ensevelit le village de Langtang sous une avalanche. La famille Sacco sentit que leurs espoirs de retrouver Aubrey s'étaient enfouis sous les décombres. Certains de ceux qui auraient pu avoir des informations sur le sort d'Aubrey étaient probablement morts ou portés disparus après le séisme. La famille Sacco continua ses efforts pour retrouver Aubrey via les réseaux sociaux et des appels aux autorités. Paul Sacco trouva une photo sur l'ordinateur portable d'Aubrey montrant un homme dans un café à Darjeeling qui pourrait avoir des informations sur sa disparition. Paul enregistra un album intitulé « Finding Aubrey » pour exprimer sa douleur et célébrer la vie de sa fille. Connie reste pleine d'espoir malgré le mystère persistant entourant la disparition de sa fille et la dévastation causée par le tremblement de terre. Chelsea Grim, une femme de 32 ans originaire de San Diego en Californie, est portée disparue depuis le 28 septembre 2023. Elle a été vue pour la dernière fois à Williams en Arizona lors d'un voyage sur la route à travers le pays. Les circonstances entourant sa disparition demeurent floues et son cas est actuellement classé comme disparition. Grim a entamé son voyage le 24 septembre 2023 dans l'intention d'assister à un mariage dans le Connecticut. Elle était accompagnée de son dragon barbu domestique, Rose ou Roxy. À l'origine, elle prévoyait de prendre l'avion pour se rendre au mariage, mais le refus des compagnies aériennes d'accepter son animal de compagnie l'a amenée à décider de conduire plus tôt. Le 27 septembre, Grim est arrivée à Phoenix, en Arizona, où elle a retrouvé sa sœur et une amie. Le lendemain, elle a annulé des plans de déjeuner avec la même amie. Plus tard dans la journée, elle a été vue dans un motel à Seligman essayant de réserver une chambre. Des témoins l'ont décrite comme désorientée lorsqu'elle a essayé de payer avec des euros au lieu de la monnaie américaine. Grim a contacté ses parents depuis le motel, leur annonçant qu'elle ne pourrait pas se rendre au mariage dans le Connecticut en raison du voyage prenant plus de temps que prévu. Elle a exprimé son intention de camper à proximité pendant quelques jours avant de retourner en Californie. Le 28 septembre, un agent de police a trouvé le véhicule de Grim garé près d'un mémorial de guerre dans le comté de Williams en Arizona. Elle a expliqué à l'officier qu'elle était devenue émotionnelle après avoir pris des photos pour un projet sur un soldat disparu et ne voulait pas conduire en étant contrariée. L'officier lui a suggéré quelques endroits sûrs pour camper, notamment le Love's Truck Stop près d'une station-service. Le 30 septembre, un bûcheron a aperçu Grim près de Ashfork, en Arizona, où elle campait dans sa voiture. Elle ne semblait pas en détresse ni avoir besoin d'aide. Depuis lors, il n'y a eu aucun contact de la part de Grim. Le 3 octobre, des chasseurs ont trouvé le SUV blanc de Grim, un Ford Escape 2019, abandonné au milieu de la Forest Service Road 6 dans la forêt nationale de Kaibab, au nord-est de Ashfork, en Arizona. Le véhicule avait 2 pneus crevés. Le lendemain, les parents de Grim ont déposé un rapport de personnes disparues auprès du département de police de Phoenix lorsqu'ils n'ont pas pu la joindre. Le portefeuille, le téléphone portable, le sac de couchage et le dragon barbu de Grim manquaient, mais certains vêtements et un appareil photo ont été laissés dans sa voiture. La voiture était verrouillée et ne montrait aucun signe de lutte. Aucune activité n'a été enregistrée sur les relevés téléphoniques, le compte bancaire ou les réseaux sociaux de Grim depuis sa disparition. La police n'a trouvé aucune preuve de jeu déloyal dans la disparition de Grim. L'affaire semble être dans une impasse sans nouvelles pistes. Malgré l'absence de preuves de lutte, de nombreuses personnes ont partagé leurs réflexions et théories sur la disparition mystérieuse de Chelsea. Certains pensent que Chelsea Grim était en crise de santé mentale en raison de son état troublé et confus car, en tant que photographe, elle n'aurait pas laissé son appareil photo dans la voiture lorsqu'elle est partie. D'autres pensent qu'elle aurait pu rencontrer quelqu'un et qu'il y avait une possibilité qu'elle ait été enlevée, probablement la raison des billets en euros au lieu des billets en dollars lorsqu'elle a essayé de payer. Alors que d'autres pensent que l'affaire est simplement comme beaucoup d'autres, ses pneus ont été dégonflés et des hors-la-loi ont utilisé cela comme une occasion de la voler ou de l'enlever. En réponse à ces théories, la famille Grim a pris les choses en main en engageant un détective privé pour aider la police dans la recherche, mais jusqu'à présent, ces efforts ont été infructueux. Le mystère de la disparition de Chelsea Grim continue de dérouter tout le monde impliqué. Alors que l'enquête se poursuit, sa famille et ses amis gardent l'espoir de son retour sain et sauf.